Notre maître, c'est Abdelaziz Falfoul, qui va nous parler de l'éducation sexuelle et reproductive en Tunisie. À vous la parole. Monsieur le Président, chers maîtres, chers collègues, chers amis, chers invités venus des pays frères et amis, bienvenue donc pour ce 28e congrès de la STGO. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille pas mal sur ce thème de la santé sexuelle et reproductive, mais à travers moi, la STGO qui m'a invité vient d'exprimer tout à l'heure son intérêt pour ce créneau énorme qui est très porteur, qui va se retrouver tout à l'heure, même à travers le topo de notre ami le docteur Cissé, la mortalité maternelle, ainsi que toutes les autres composantes relatives à la SSR. Il y a donc un mois, j'étais en train de préparer un argumentaire pour essayer de trouver de quelle manière les gynécologues que nous sommes sont impliqués forcément dans cette discipline plutôt fraîche qui est la santé sexuelle et reproductive, lorsque, comme vous, j'ai appris la bonne nouvelle de l'attribution du prix Nobel de la paix 2018 à deux personnes. Nadia Mourad, qui est une Yazidi de l'Irak, qui a été kidnappée par Daesh, qui a fini par échapper et qui est aujourd'hui un des principaux porte-parole contre les violences faites aux femmes au monde, et le docteur Denis Mukwege, qui est congolais. Je sens qu'on va l'inviter à l'occasion du prochain congrès, par exemple. Ce monsieur est gynécologue. Il est d'origine congolaise, il a fait ses études en Belgique. Il allait s'installer en France lorsqu'il a décidé de rentrer dans son pays. Et là, avec la guerre d'il y a une trentaine d'années, il a dû faire face à la violence sexuelle. Et, figurez-vous, il a réparé, c'est le mot qu'il utilise lui-même, réparé 40 000 femmes victimes de violences faites aux femmes. En exerçant donc son travail de gynécologue dans son cabinet, dans son hôpital, il était en train de travailler dans l'un des principaux créneaux de maintenant au sein de la santé sexuelle et reproductive. Et donc mon introduction est toute faite et qui nécessite un petit recul en arrière pour situer deux mots d'historique. Après la définition de l'OMS, la définition de la santé que nous connaissons tous, c'est un état de bien-être physique, mental et social de la personne humaine. Tout le monde connaît cette définition qui date de 1946. À mon avis, il y a eu un véritable changement des idées, une révolution depuis 1994, l'arrivée de la notion de la santé reproductive. À cette époque-là, on ne parlait pas de SSR, mais on parlait déjà de santé reproductive. Et donc, la première partie est la même, état de santé physique, mentale et sexuelle, pour tout ce qui se rapporte à l'appareil génital, ses fonctions, son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de tare ou de maladie. Je pense que tout est là. Il a fallu en arriver à la fin du siècle dernier pour comprendre enfin que la dimension sexuelle chez l'être humain le détermine socialement et le détermine dans tous ses actes. Et je suis content, justement, qu'on ait individualisé cette notion. Qu'est-ce qu'il y avait en fait de nouveau depuis 1994 ? Le physiologique a été introduit dans le sujet. Le physiologique, la naissance, la puberté, le cycle menstruel, la ménopause, pour peu qu'il y ait déviation, on tombe dans le pathologique. Donc il faut déjà connaître et accueillir le physiologique. Le culturel, lui aussi. Le mariage, la défloration, chez nous le NFES, le postpartum, les circoncisions, pluriel, qui ne sont autres, pour ce qui concerne les femmes, que des mutilations génitales féminines. Il a dû faire face à ça, notre collègue Mukwege. L'autre troisième dimension importante depuis donc 1994,
c'est la notion de droit. Tout le monde parle de droit de l'homme, le droit universel de l'homme. Au centre de cela, il y a le droit dans chaque pays de s'adapter par rapport à ses contraintes ethniques, sociales, culturelles, religieuses. Et encore plus étroitement, lorsqu'on zoome un peu plus, on trouve que cette notion de droit s'applique dans nos hôpitaux, dans nos institutions, en fonction de nos moyens. Car au centre de tous les droits, l'individu, bien sûr. Et nous, on connaît bien cette notion, nous, médecins. Déjà, on nous a appris le colloque singulier, nous pratiquons tous, lorsqu'on est face à face par rapport à notre patient, on pratique une médecine individuelle. Donc c'est l'inverse un peu des politiques. Nous, la réussite de notre médecine, c'est la réussite des individus que nous prenons en charge, dont l'ensemble fait une amélioration de la santé. Les politiques voient le problème à l'envers, comme des deux côtés d'une jumelle. Je dirais tout à l'heure un mot sur santé primaire, secondaire, tertiaire. Moi, je vais parler de santé sexuelle et reproductive. Vous pouvez me dire, moi, je suis gynécologue, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est dans notre pratique de tous les jours. En fait, lorsqu'on s'occupe d'un créneau dans la spécialité, et dans ce congrès, il y a autant de sous-spécialités que de sessions, ça dépend de notre pôle d'intérêt. On est plus porté sur le niveau 2, sur le niveau 3 de prévention, ou sur le niveau 1. Le niveau 1, en fait, c'est lui qui est le plus élargi par la notion de santé sexuelle et reproductive. Quatrièmement, enfin, toujours dans les droits, droit à la santé sexuelle et reproductive. L'année dernière, il y avait une jeune dame, médecin, qui a pris la parole pour citer notre prophète à propos d'un texte qui insistait à la natalité. En fait, dans ce genre de situation, on répond comme c'est écrit dans le carreau de droite en bas, c'est un droit de procréer au rythme désiré, bien sûr, mais à condition de ne pas empiéter sur la santé. C'est bien d'avoir plusieurs enfants, ok, d'accord, mais si c'est au détriment de la santé physique, mentale et sociale, qu'est-ce qu'on a gagné? Donc nous, on se prépare dans le cadre de nos ateliers, lorsqu'on fait des animations de santé sexuelle et reproductive, en préparant ce genre d'intervention et en s'attendant à telle ou telle intervention. Et depuis 1994 jusqu'à la fin du siècle, il y a eu d'abord 15 ans prônés par l'ONU de objectifs du millénaire. Si vous faites attention aux différentes cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous trouvez forcément de la santé de la reproduction, dans toutes les cases presque. Et depuis 2015 et jusqu'à 2030, comme ça a été montré tout à l'heure par notre ami Cissé, vous avez les objectifs du développement durable. C'est en fait les mêmes, mais éclatés en 17 objectifs. Vous pouvez en reconnaître qui sont directement liés à la santé sexuelle et reproductive. Certains organismes onusiens aussi, tels que l'IPPF, poussent la chose d'une manière, je dirais, presque plus agressive. Dans le carreau de droite, vous avez les 10 recommandations de l'IPPF intitulées « D'ici 2020, nous voulons que tous les gouvernements agissent pour ». Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, autant d'actions de santé sexuelle et reproductive. L'APF comme première composante, c'est du ressort du gynécologue. SMI, santé maternelle et infantile, aussi, ça concerne bien sûr la sage-femme, ça concerne aussi l'endocrino par exemple, le pédiatre, les pathologies, infertilité, ménopause, cancers génitaux, IST, SIDA, c'est aussi du ressort du gynécologue. Les exploitations et violences sexuelles, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, que c'était le gynécologue qui traitait ces gens-là. Il y a aussi peut-être l'urologue ou l'autre chirurgien, mais c'est surtout le gynécologue. Et les addictions aussi. Cette plaque, c'était en fait pour vous dire, pour essayer simplement de vous apporter l'information
que c'est notre créneau, la santé sexuelle et reproductive. Mais moi, je veux améliorer cet état des choses. La mortalité maternelle fait partie du tableau et on vient de nous démontrer qu'il y a du travail à faire. Plus on est précoce, plus on a des chances de réussir. Vous voulez mener une action? Très bien, d'accord. Cette action peut être déjà au niveau 2, au niveau du curatif. On soigne le matériel, on soigne le savoir-faire, ça peut s'arranger ici. Mais si on remontait un pas en avant, et 2 pas en avant, c'est encore mieux. Et le premier pas d'entre tous, je vous laisse deviner à travers les 6 images que je vous propose sur autant de sujets de santé de la reproduction, sauf peut-être un. Il s'agit bien sûr de l'éducation axée sur le comportement. Et le cercle avec des flèches montre qu'il s'agisse d'éducation civique, alimentaire, sanitaire, sportive, culturelle, sexuelle, etc., toutes débouchent les unes dans les autres, si bien que ce qu'il faudrait comprendre enfin, c'est que la prise en charge la plus précoce qui soit, c'est la prise en charge des enfants à l'école et d'adapter les informations qui rentreraient dans leur éducation. Les citoyens, quels qu'ils soient, et plus tard, lorsqu'ils seront des professionnels, ils ont besoin aussi d'un soutien de ce genre. En Tunisie, par exemple, il y a une action. Et je suis heureux déjà qu'il y ait une action. Dans tous les programmes du lycée, avant le bac, en classe de terminale, les élèves passent par un cours qui s'appelle santé reproductive. On ne part pas de zéro. Et ce qui est extraordinaire, dans le monde entier, j'ai feuilleté, bien sûr, j'ai regardé, le Mali fait des actions, la Côte d'Ivoire fait des actions, le Niger fait des actions, tous les pays font des actions. Et ils sont tous en train d'introduire à l'école des cours de santé reproductive. Ça reste peut-être symbolique. Une petite heure dans tout un cursus de lycée, c'est peut-être pas beaucoup. En France, c'est 3 heures. Et dans le texte qui vient d'être changé en France, c'est 3 heures. On vient d'ajouter 2 heures facultatives. Mais ce qui m'a étonné, et eux-mêmes s'en étonnent, il y a le mot obligatoire. Et dans ma tête, ça fait comme un pléonasme. Au lycée, tous les cours sont obligatoires. Pourquoi vous ajoutez santé reproductive obligatoire? En fait, parce qu'en France, maintenant, en Belgique aussi, près de 25% de ces 3 heures de cours obligatoires ne sont pas assurées. Il y a plus prioritaire, semble-t-il. Il y a aussi des clubs de santé en Tunisie. Et j'en suis heureux. Pourquoi? Parce que le schéma d'action est déjà dans le système. Il y a l'embryon d'une action éducative en salle de classe et il y a aussi l'embryon d'un TP, TD, etc. dans les clubs. Et c'est exactement ce qu'on demande. Donc pour moi, ce n'est même pas un plaidoyer, ce n'est même pas un problème de volonté politique qui serait en défaut en Tunisie, puisque le système comprend déjà quelque chose qui se rapporte à la santé sexuelle et reproductive. Il faudrait que cet enseignement soit formel. Car dans l'informel, moi j'appartiens à une ONG qui s'occupe de la santé sexuelle et reproductive, et à ce titre-là, on forme régulièrement. Toutes les vacances, on organise des sessions. Maintenant, il y a une session en cours à Hammamet, toutes les vacances. Et on choisit, par gouvernorat, par-ci, par-là, des groupes d'une vingtaine de jeunes, des élèves, des étudiants, des enseignants. On a formé, mais informellement, des enseignants du lycée. Et même des imams, les prédicateurs, donc. Donc, on fait quelque chose, mais informel. Moi, ce que je voudrais, c'est encourager l'enseignement et l'éducation formelle dans l'enseignement de base et dans les formations continues.
Je suis très content que la STGO, et je l'ai mis dans le formel, ait introduit depuis plusieurs années des sessions santé sexuelle et reproductive. Avant, on faisait une mise au point sur une contraception, mais pas les autres sujets brûlants. Les jeunes, par exemple, on faisait des mises au point sur les IST. Maintenant, c'est une session, et c'est à l'intérieur de ces sessions qu'on doit débattre des composantes de toute la santé sexuelle et reproductive. À l'ONFP, ils ont encore un centre qui s'appelle le Centre de formation internationale, qui a connu des heures de gloire et qui est maintenant en relatif déclin, je me permets de le dire. L'ONFP qui aurait un grand besoin de réanimation, on est en chute libre. Et ça m'a fait quelque chose tout à l'heure lorsque notre ami Cissé a dit que même en mortalité maternelle, on n'avance pas. Donc on recule par rapport aux chiffres. Il y a les autres structures du ministère de l'Enseignement. Par exemple, il y a à Beb Sadoun, il y a un centre pédagogique. C'est énorme, centre pédagogique. Qu'est-ce qu'il fait pour la santé de la reproduction? L'enseignement médical dans nos facultés, bien sûr que toutes les composantes sont enseignées. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait, et je l'ai dit à Sousse l'année dernière, j'en ai parlé à l'ancien doyen, j'en ai parlé au doyen actuel, qui n'est autre que notre ami Khairi, il faudrait introduire dans les facultés un vrai enseignement qui s'appelle santé sexuelle et reproductive. Comme on dit, médecine fœtale, qui comprend l'échographie, etc. Et à l'université, vous croyez que les étudiants en droit n'ont pas besoin de quelques chapitres de santé sexuelle et reproductive? Eux, les futurs juges et les futurs avocats. Les étudiants en langue, vous croyez qu'ils n'ont pas besoin de ça? Les étudiants en histoire, en géographie. La jeune dame qui s'est fait exploser lundi dernier est une maîtrisarde d'anglais. Est-ce qu'on lui a appris quelque part dans son cursus la santé sexuelle et reproductive, qui est en fait une science de vie et non pas une science de mort? Je reviens enfin sur l'informel. Vous avez la cartouche du bas. C'est un bouquin en fait qui supporte l'enseignement informel. Il existe, il est structurel, il est là. Il est traduit dans toutes les langues. Il est édité par l'IPPF et il rend service. Et je voudrais qu'on puisse l'utiliser, lui, ou le modifier, ou le rendre utilisable dans les institutions, donc les facultés de médecine, les écoles de santé. J'ai presque fini. Ceci est une lettre ouverte, timbrée. En guise de timbre, j'ai mis la jaquette d'un bouquin qui date de 1983, qui s'appelle « Les mots pour le dire ». Parce que ça se passe par les mots. Et ce bouquin, à l'époque, il avait fait sensation parce que quelque chose était en train de se briser. On utilisait les mots qu'il fallait, il y avait moins de tabous, parce que le mot tabou continue à fonctionner maintenant. Et le tabou, on le crée. Il n'existe pas forcément, on le crée. Parmi les choses à connaître avant d'avancer. Le public visé par une éventuelle information est multiple. Les décideurs, les enseignants, les formateurs, les prestataires, avant de parler de monsieur tout le monde, ils ont tous besoin, quel que soit leur âge, d'une formation ou d'un enseignement en santé sexuelle et reproductive. De temps en temps, nous sommes approchés. Par exemple, un parlementaire l'année dernière nous a sollicité pour un topo sur la santé sexuelle et reproductive. J'ai trouvé ça extraordinaire. On a été parlé dans une assemblée de parlementaires de santé sexuelle et reproductive. Ceux qui ne nous demandent pas, eux, nous, on va les voir. L'autre jour, on a été sollicité par un autre hôtel, parce qu'on avait fait une formation. Le personnel, la directrice nous ont écrit pour nous dire « Venez nous faire, un autre personnel, une formation ». Mais ça reste informel, tout ça. 2. En préscolaire, c'est-à-dire c'est le très jeune, en préscolaire, y a-t-il quelque chose à faire en santé sexuelle et reproductive? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Car l'enfant que l'on est
détermine l'adulte que l'on devient, c'est une citation qui n'est pas de moi. Sauf qu'il faut préserver son innocence. Et c'est une des critiques qu'on fait au système européen. Par exemple, en tout cas francophone, il parlait qu'on a trop poussé sur les choses et ça a provoqué quelque part des réactions au niveau des petits. Troisième, au secondaire, ça change. Parce que c'est au lycée qu'on voit apparaître les signes de puberté. Et c'est au lycée qu'on voit apparaître les premiers comportements qui risquent de faire changer la vie. Les jeunes à cet âge-là sont sexuellement compétents et leurs premières expériences risquent de déterminer leur avenir. Donc notre action, puisque je voulais qu'on soit le plus précoce possible, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle se situe à peu près à cet âge-là ou même un petit peu avant. Parce que s'il a déjà fait sa première expérience, qui serait quelquefois négative, parfois les jeux sont faits. 4. La pédagogie, bien sûr, appropriée au changement de comportement en éducation scolaire de base, en enseignement universitaire de base et bien sûr ailleurs, avec des exigences pédagogiques, académiques, formelles, parce que quand on parle d'enseignement, c'est formel, c'est structuré. Alors, les programmes devraient être standardisés, les enseignants devraient être castés parce que le professeur de sport enseigne le sport, le professeur de théâtre enseigne le théâtre, le professeur de sciences enseigne les sciences, le professeur multivalent qui enseigne tout, il y en a de moins en moins. Et donc, et c'est là que je sollicite les gynécologues, parce que ce sont eux qui devraient, s'ils sont sollicités par le système, pouvoir enseigner, justement. Avec un matériel de référence agréé, des bouquins, des séances obligatoires, avec présence, contrôle des présences et des examens, avec des notes, comme on le ferait pour les maths, avec une pédagogie appropriée, bien équilibrée donc, le théorique avec le pratique, les exercices, les études de cas, etc. Alors, les programmes standardisés, ici vous avez toute une liste de thèmes. Tous ne figurent pas dans le programme de tel pays, mais moi j'ai un peu composé une longue liste de tous les thèmes qui sont enseignés en Suède, en Suisse, en France, en Amérique latine, ça commence à se faire au Brésil, etc. Donc, le but est quoi? Il faut que l'enfant, en fonction de son âge et de ses acquis, puisse être formé avec toutes ces idées, puisse savoir ce que c'est. Par exemple, changement physique, virginité, pornographie. J'ai lu un travail sur pornographie. Les enfants, lorsqu'ils atteignent l'âge de l'adolescence et plus tard, eh bien, ils font leur apprentissage et toutes leurs idées reçues sur la sexualité en regardant des films pornographiques. Il y a même un cri d'alarme en France actuellement. Et donc, ça doit être enseigné. On dit que ça existe, on dit le plus, le moins, etc. Et donner le bagage nécessaire aux enfants de savoir ce que c'est et de naviguer. Au total, donc, ce que je voulais dire par santé sexuelle et reproductive au sein de notre communauté de gynécologues, d'abord, toutes les composantes de la SSR nous appartiennent, à des degrés qui peuvent être variables. Lorsqu'on exerce dans un créneau, on peut peut-être oublier qu'en élargissant le créneau, on peut s'occuper de ce problème-là, mais en amont. Et c'est ça qui est demandé. Car les indicateurs, Dr Cissé nous en a montré tout un paquet, montrent qu'on devrait évoluer, on devrait changer. Je vous attendais lorsque vous avez proposé tout un train d'action. Bien sûr qu'il faut faire tout ce que vous avez dit. En remontant 1 ou 2 pas en amont, vous tomberiez sur l'éducation.
et l'éducation profiterait aux apprenants de tous les âges, ça finira forcément par faire baisser la mortalité ou autre composante de la santé, de la reproduction. Sans oublier les prestataires. Alors, les prestataires ou les futurs prestataires, dans leurs établissements universitaires, ils doivent être bien formés à ces notions-là. Et s'ils ont eu leur diplôme sans avoir eu ce cursus-là, eh bien, ils doivent être rattrapés par des formations continues. Et merci.